Bonjour à toute la communauté Libre et Riche et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors qu'en ce moment, les nouvelles sur le coronavirus déferlent et défraient la chronique, désormais certains parlent même d'une quatrième vague sans commune mesure. Ainsi, Olivier Véran, ministre de la Santé, qui est actuellement en Martinique, là où justement la quatrième vague de l'épidémie de coronavirus fait flamber le nombre de nouveaux cas, a dit que la situation sanitaire est sans commune mesure avec ce que nous avons pu voir au cours des vagues précédentes, et notamment en métropole. Il en a également profité pour à nouveau inciter les Français à se faire vacciner pour limiter le rebond de l'épidémie de Covid-19. En effet, depuis maintenant 1 an et demi de pandémie, le modèle a été assez simple, une vague de cas de Covid-19 s'abat sur le pays, pour lutter contre, le confinement est mis en place, et avec ces mesures, le nombre de contaminations diminue, on décide donc de rouvrir l'économie. Au final, un nouveau variant apparaît, provoquant une nouvelle vague de cas de contamination, et tout naturellement, on décide à nouveau de confiner la population et de verrouiller l'économie, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. D'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux connaître les chiffres du business juteux de la vente de vaccins contre le coronavirus par les 4 plus grandes sociétés pharmaceutiques impliquées, et nous allons tout te dévoiler. Aujourd'hui, nous faisons face à une nouvelle vague mondiale avec notamment l'émergence du variant Delta. Le nombre de cas augmente de partout autour de la planète et tout a commencé en Inde avec une flambée de cas en mai dernier où la vague a culminé avec 400 000 cas par jour. De plus, le variant Delta se transmet bien plus rapidement et tous les vaccins ne sont pas aussi efficaces pour prévenir la transmission et l'infection. En effet, le plus surprenant, c'est que dans le cas du vaccin Pfizer, le taux d'efficacité aurait chuté à 39% selon des études menées par Israël et 42% selon une étude menée par Mayo Clinic. Et si l'on regarde du côté d'Israël justement, de nombreuses fois mentionné pour son exemplarité quant à l'administration de vaccins, on constate que le variant Delta représente désormais 98,77% des contaminations. D'ailleurs, face à la recrudescence du nombre de cas et une situation sanitaire qui se détériore jour après jour, et tandis que le pays se pensait à l'abri de tout retour du Covid-19 ces derniers mois, après avoir vacciné sa population de manière rapide et permis un déconfinement anticipé, la situation se grippe peu à peu, à tel point que les hôpitaux sont de nouveau sous tension et que les cas augmentent de manière significative. Comme on peut le voir sur ce graphique, malgré les vaccinations, le nombre de décès repart à la hausse, et lors des premières injections, le nombre de décès avait effectivement diminué, et depuis maintenant quelques jours, avec l'émergence du variant Delta et la diminution de l'efficacité vaccinale, les décès repartent de plus belle. En conséquence, les autorités ont décidé d'imposer le pass sanitaire aux enfants de plus de 3 ans dans le cadre de nouvelles restrictions qui visent à endiguer la propagation du coronavirus. De plus, parmi les mesures coercitives imaginées par le gouvernement, l'idée d'un reconfinement durant les fêtes religieuses à venir en septembre a été lancée. Nachman H, le directeur général du ministère de la Santé, a d'ailleurs lancé un avertissement en expliquant que nous essayons tout pour ne pas en venir à ça, mais si on se retrouve dans une situation où le système de santé est tendu au point que l'on craigne son effondrement, il n'y aura pas d'autre choix. Ainsi, le gouvernement a décidé qu'à partir de la semaine prochaine, une 3e dose sera administrée aux citoyens de moins de 60 ans, malgré un moratoire demandé par l'Organisation mondiale de la santé à ce sujet. Même si les non-vaccinés étaient 5 à 6 fois plus susceptibles de tomber gravement malades, la protection du vaccin diminuait rapidement pour les plus âgés et les plus vulnérables qui ont reçu leur premier vaccin dès décembre. Désormais, les habitants d'Israël sont les premiers à expérimenter les limites du vaccin et les premiers à accepter une fatalité longtemps murmurée, des rappels réguliers pour rester protégés. S'il y a donc une leçon à tirer d'Israël aujourd'hui, c'est celle-ci: le coronavirus, en fait, n'est pas terminé, cet été n'est qu'un entracte puisque l'hiver arrive. Avant de passer au deuxième point, rappelle-toi que cette vidéo est rendue possible grâce à notre partenaire Fructify qui offre 5 vidéos de formation totalement gratuites pour découvrir une stratégie pour investir simplement dans les 5 crypto-monnaies prometteuses tout en ayant un maximum de sécurité et de rentabilité. Fructify a pour objectif de démocratiser auprès du plus grand nombre de personnes les crypto-monnaies que nous pensons être l'avenir et aider un maximum de personnes à investir dans les cryptos avec les meilleures stratégies afin de leur éviter les fréquentes erreurs communes, que tu sois néophyte ou expert dans ce domaine.
Donc pour en revenir à l'analyse de la situation, à cela s'ajoutent plusieurs données qui pourraient avoir de graves conséquences sur le plan économique. Dans un premier temps, la fin de la gratuité des tests d'ici mi-octobre pourrait aggraver la crise. En effet, le gouvernement se trouve dans une situation délicate dans la mesure où d'une part, les tests ont un coût pour le contribuable, mais le fait qu'ils soient gratuits, entre guillemets, car remboursés par la sécurité sociale que nous finançons tous, soit disant passant, permet au plus grand nombre de faire des tests lorsque un des symptômes se fait ressentir. Le problème, c'est que l'on se retrouve face à un dilemme. Sur le site internet de l'assurance maladie amélie.fr, un document a été publié afin de donner les bases de calcul des tarifs remboursés par la sécurité sociale aux laboratoires pharmaceutiques réalisant des tests PCR. Selon ce document, le coût d'un test est de 43,20 € avec parfois des bonus ou pénalités appliquées. Donc si l'on part du principe que d'après les données publiées par le gouvernement, près de 76 millions de tests ont été réalisés depuis le début de l'année, à 43,20 € l'unité, cela représente déjà près de 3,3 milliards d'euros de dépenses supplémentaires qui viennent s'ajouter à la facture Covid-19. Cela aura donc inévitablement pour conséquence d'aggraver le déficit et donc par la même occasion la dette publique qui ne cesse d'augmenter et qu'il faudra évidemment rembourser. Et là, quoi de mieux qu'une augmentation d'impôts? Alors oui, censément, les impôts ne devraient pas augmenter, c'est vrai. Pour autant, même si on nous martèle constamment qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts, ce ne sont pas les impôts qui augmenteront, mais plutôt les prélèvements sociaux. D'ailleurs, ces derniers ont déjà augmenté d'une certaine manière. Comme on peut le voir sur ce graphique, voici l'évolution des prélèvements sociaux depuis 1996. Ils sont passés de 0,50% à 17,20% aujourd'hui, même si les revenus d'activité ne sont soumis qu'à la CSI et la CRDS. Et pourquoi je dis qu'ils ont augmenté? Pour la simple et bonne raison que la CRDS, qui signifie contribution au remboursement de la dette sociale, qui devait prendre fin en 2024, a été prolongée jusqu'en 2033. Donc, qui sait si un nouveau prélèvement sous couvert qu'il ne s'agit pas d'impôt mais d'une contribution ne sera pas créé, comme par exemple la CRDC pour contribution au remboursement de la dette Covid. Donc la fin de la gratuité des tests pourrait certes faire diminuer les dépenses publiques, mais avoir un autre effet qui est que les personnes contaminées et contagieuses risquent de passer entre les mailles du filet en refusant de payer pour faire un test, ce qui ne ferait qu'aggraver la situation. Tout cela devient éminemment politique avec des élections qui approchent, et là, on pourrait imaginer des avantages octroyés aux vaccinés, outre les possibilités offertes par le pass sanitaire. Évidemment, ça ne ferait qu'empirer la situation du pays, dont les répercussions économiques pourraient se faire ressentir. Au vu de toutes ces données, si l'on met de côté tout type de considérations personnelles, étant donné que la vaccination deviendra quasiment obligatoire pour tous, en plus du fait que leur efficacité diminue dans le temps, et avec l'émergence de nouveaux variants menant à l'instauration d'une 3e dose, et qui sait, une 4e ou plus, cela pourrait faire exploser le chiffre d'affaires des différentes entreprises pharmaceutiques. Donc pour profiter de ces données et investir dans des entreprises pharmaceutiques développant les vaccins contre le Covid-19, il faut avant tout connaître les différentes phases par lesquelles un vaccin doit passer jusqu'à ce qu'il atteigne le point de commercialisation. On peut mettre en exergue plusieurs étapes différentes. La première phase est la phase préclinique. Même si de nombreux vaccins sont déjà administrés actuellement dans le monde, il y a 184 projets en cours d'après les données de l'OMS, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé. Il s'agit d'une phase de test en laboratoire conduit in vitro sur des modèles cellulaires, puis in vivo sur des animaux. Cette phase a 3 objectifs: l'innocuité, la tolérance et le pouvoir immunogène. Autrement dit, il s'agit de déterminer les doses optimales qui permettent de protéger sans entraîner la toxicité, vérifier que ce vaccin est sans danger aux doses utilisées et finalement vérifier l'efficacité du vaccin. En règle générale, entre la découverte du vaccin et les tests, ils peuvent s'écouler entre 8 et 10 ans. Ensuite, pour qu'un vaccin puisse être considéré comme prometteur, il doit passer par la phase des essais cliniques. Concrètement, actuellement, et toujours selon les données de l'OMS, dans le monde, 110 vaccins se trouvent à ce stade de développement. C'est précisément au sein de cette phase, qui à son tour se divise en 3 étapes, que des procédures accélérées ont été mises en place par les autorités sanitaires pour répondre à l'urgence sanitaire, passant de 18 mois contre une dizaine d'années en principe. Il faut savoir également que certains vaccins se trouvent à mi-chemin entre plusieurs étapes.
au cours de la première étape, qui peut durer jusqu'à 1 et 2 ans, des études sur la tolérance et la production d'anticorps sur un petit groupe de 10 à 100 personnes en bonne santé sont réalisées. À ce stade, on vérifie notamment si le vaccin a un avantage par rapport à un placebo. Au cours de la deuxième étape, qui peut durer entre 2 et 3 ans, le nombre de tests augmente entre 200 et 500 personnes. Durant cette étape, le but est de trouver la dose optimale, et si les résultats du vaccin sont concluants, alors on passe à la troisième étape. Lors de la dernière phase des essais cliniques, qui peuvent durer entre 2 et 4 ans, les tests sont réalisés auprès de milliers de volontaires afin de tester l'efficacité et la sécurité de ce dernier, et une fois que le vaccin passe par toutes ces phases, on passe à une ultime étape avant l'autorisation de mise sur le marché. Ici, il s'agit d'un examen et de l'approbation réglementaire. Une équipe d'experts procède à un examen approfondi et indépendant de toute donnée relative au vaccin durant environ 1 an. Par la suite, un suivi régulier est effectué pour vérifier les effets secondaires sur le long terme. À ce jour, 4 vaccins sont autorisés en France, ceux de Pfizer, Moderna, AstraZeneca ainsi que Johnson & Johnson. Donc, en prenant en compte toutes ces données, et sachant qu'il est particulièrement difficile désormais de faire concurrence à ces 4 géants, investir dans ces 4 entreprises pourrait s'avérer être particulièrement rentable. D'ailleurs, récemment, l'entreprise Moderna est entrée dans l'indice SP500, provoquant une explosion de son cours. Concrètement, on parle d'une revalorisation de près de 280% depuis le début de l'année. Malgré tout, comme on peut le voir sur ce graphique, elle vient récemment de chuter de près de 20% pour des potentiels effets secondaires. Pour autant, si l'on part du principe que les vaccins supposent un vrai business de plusieurs milliards de dollars comme on va le voir, inclure ces actions au sein de son portefeuille peut être une excellente opportunité. Pour l'anecdote, le chiffre d'affaires de ces 4 entreprises réunies lors du premier semestre 2021 s'élève à 101 milliards de dollars et le montant total des ventes de vaccins contre le Covid, lui, s'élève à 18,6 milliards de dollars, c'est-à-dire que le business du coronavirus représente près de 18,5% des ventes de ces sociétés. Si on regarde de plus près les chiffres, depuis le début de l'année, l'entreprise Johnson & Johnson a réalisé un chiffre d'affaires de 45,6 milliards de dollars pour un bénéfice net de 12,5 milliards de dollars. Attention toutefois, dans le cas de Johnson & Johnson, ce chiffre d'affaires exceptionnel ne provient évidemment pas en totalité des ventes du vaccin contre le coronavirus, et concrètement, les revenus du vaccin s'élèvent à 264 millions de dollars, c'est-à-dire qu'ils ne contribuent qu'à hauteur de 0,6% du chiffre d'affaires. Dans le cas d'AstraZeneca, le chiffre d'affaires s'élève à 15,5 milliards de dollars pour un bénéfice net de 2,1 milliards de dollars. La vente de vaccins pour AstraZeneca s'élève à près de 1,17 milliard de dollars et contribue donc à hauteur de près de 7,6% du chiffre d'affaires de l'entreprise. En ce qui concerne Pfizer, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 33,6 milliards de dollars et un résultat net de 10,4 milliards de dollars. Dans le cas de cette entreprise, la vente de vaccins représente 11,3 milliards de dollars, ce qui constitue tout de même près de 34% des ventes de l'entreprise. Et finalement, Moderna a réalisé un chiffre d'affaires de près de 6,3 milliards de dollars depuis le début de l'année pour un bénéfice net de 4 milliards de dollars. Et là, attention, le montant gagné grâce à la vente des vaccins contre le Covid-19 s'élève à 5,9 milliards de dollars, c'est-à-dire près de 94% du chiffre d'affaires de Moderna est dû à la vente de vaccins contre le coronavirus. Pas étonnant que son cours en bourse ait littéralement explosé depuis le début de l'année. Donc, si l'on part du principe que l'on devrait vivre avec le coronavirus encore un bon bout de temps, et Emmanuel Macron l'a d'ailleurs fait remarquer en disant que la crise sanitaire n'est pas derrière nous, que le nombre d'injections pourrait encore augmenter dans le futur, et compte tenu de toutes les données étudiées en début de cette vidéo, construire un portefeuille composé de ces 4 entreprises pourrait s'avérer particulièrement intéressant. D'ailleurs, je me suis amusé à réaliser une simulation comparant la performance boursière de ces 4 entreprises par rapport à l'indice SP500 depuis le 31 décembre 2019 jusqu'à aujourd'hui, et en pondérant les entreprises selon leur capitalisation de marché, voici les résultats. Le portefeuille vaccin nous aurait octroyé une rentabilité totale de près de 303%, c'est-à-dire une rentabilité annualisée de plus de 136%, contre seulement 24% pour le SP500.
Autrement dit, avec le portefeuille vaccin, nous aurions multiplié par 4 notre capital. Ça signifie tout simplement que 100 000 euros investis seraient aujourd'hui équivalent à plus de 400 000 euros. D'ailleurs, même mieux, si au lieu de pondérer les entreprises en fonction de leur capitalisation boursière respective, on choisit de les pondérer selon leur part de marché, c'est-à-dire celles qui bénéficient le plus de cette situation, les résultats sont tout autres et deviennent stratosphériques. Désormais, la rentabilité totale s'élève à 624,59% et en annualisé, elle est de près de 240%. À côté, le SP500 semble tout simplement ridicule. D'ailleurs, si on compare les deux portefeuilles vaccins, celui pondéré selon la capitalisation boursière et celui en fonction des parts de marché de chacune des entreprises, on voit que la différence est flagrante. D'ailleurs, si tu souhaites construire un portefeuille en incluant ces 4 entreprises, tu peux le faire grâce à notre courtier que nous utilisons personnellement, il s'agit de Trade Republic. Donc, si tu souhaites inclure ces actions au sein de ton portefeuille et profiter de leur potentielle revalorisation, tu peux les inclure au sein de ton compte titre puisqu'elles ne sont pas éligibles au PEA, et ce, gratuitement avec notre courtier Trade Republic. Avec Trade Republic, tu peux investir en bourse gratuitement en mettant en place des plans d'investissement programmés ou ne payer qu'un seul euro par ordre, quel que soit son montant. Tous les liens se trouvent en description de cette vidéo. Pour conclure, à l'écran, je vous laisse un récapitulatif de ce que nous venons de voir concernant les entreprises. Et toi, que penses-tu de cette situation? Investir dans ces entreprises pourrait-il s'avérer être une bonne opportunité? N'hésite pas à laisser tes commentaires dans l'espace dédié ci-dessous ou nous poser des questions, nous serons ravis de discuter avec toi car comme tu le sais, nous lisons tous vos commentaires et répondons à chacun d'entre eux. En tout cas, si tu as trouvé cette vidéo intéressante, n'hésite pas à la liker, ça nous montrera qu'elle t'a été utile et comme tu le sais, c'est notre but principal. Enfin, je t'invite à activer la cloche pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. N'oublie pas que notre cabinet de gestion de patrimoine est à ta disposition si tu as besoin d'un conseil ou d'un accompagnement, qu'il soit financier, juridique ou fiscal. Et souviens-toi que l'on reste en contact sur Facebook, Twitter, Instagram et le groupe Discord. Et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.